Depuis plus de 2 décennies, Kamala Harris a construit une carrière impressionnante dans le service public. Brisant les barrières à chaque étape, elle a été la première femme noire élue procureure de district en Californie. La première femme à occuper le poste de procureur général de l'État. La première américaine d'origine indienne à devenir sénatrice américaine. Et la première femme noire et américaine d'origine asiatique choisie comme colistière à la vice-présidence sur un ticket de parti majeur. Aujourd'hui, elle est sur le point de réaliser un nouvel exploit historique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Activez aussi la cloche pour être les premiers informés quand une nouvelle vidéo débarque. Le parcours de Kamala Harris a commencé à Oakland, en Californie. Née de parents immigrants qui lui ont inculqué un profond engagement envers la justice et l'égalité. Partant de débuts modestes, Harris a été une fervente défenseur des citoyens. En se concentrant sur des enjeux comme la réforme de la justice pénale, l'accès aux soins de santé, les droits LGBTQ et les opportunités économiques. Après sa candidature à la présidence en 2020, Harris n'a pas reculé. Elle a affiné ses compétences et redoublé d'efforts dans sa mission. Avec des années de préparation et un objectif renouvelé, elle est plus prête que jamais à affronter Donald Trump. Aujourd'hui, avec le soutien du président Biden, elle est en position de potentiellement faire l'histoire en devenant la première femme présidente des États-Unis. Née le 20 octobre 1964, à Oakland, en Californie. Elle est la fille de parents immigrants. Sa mère, Shyamala Gopalan, était une chercheuse indienne en cancérologie. Et son père, Donald Harris, un économiste originaire de Jamaïque. Après le divorce de ses parents, Harris a été principalement élevée par sa mère célibataire à Berkeley. Harris se souvient de l'engagement de ses parents dans le mouvement des droits civiques, les emmenant souvent, elle et sa sœur, aux manifestations. Cependant, elle a rapidement appris que le pays qu'elle considérait comme son foyer n'était pas toujours accueillant envers ses citoyens de couleur. Dans une interview avec le Los Angeles Times, Harris a raconté une visite chez son père à Palo Alto, où un enfant du quartier lui avait dit qu'il était interdit de jouer avec elle et sa sœur, simplement parce qu'elles étaient noires. En entrant en maternelle, Harris a été transportée en bus jusqu'à l'école primaire Thousand Oaks, dans le cadre du programme de déségrégation de Berkeley. Les efforts ont permis de faire passer la proportion d'élèves noirs dans cette école, majoritairement blanche, de 5% à 40%. Ses premières expériences de se sentir exclue ont alimenté l'engagement de Harris envers la justice, inspiré par des leaders comme Thurgood Marshall et Constance Baker Motley. En grandissant, Harris était profondément connectée aux cultures indiennes et afro-américaines. Sa mère l'a exposée, elle et sa sœur, à l'hindouisme et à leur héritage indien, tout en soulignant leur identité afro-américaine. Dans son autobiographie, Harris a écrit « Ma mère comprenait très bien qu'elle élevait 2 filles noires. Elle savait que son pays d'adoption verrait Maya et moi comme des filles noires. Et elle tenait à ce que nous devenions des femmes noires confiantes et fières. » À l'âge de 12 ans, la vie de Kamala Harris a pris un tournant significatif. Quand sa famille a déménagé à Montréal après que sa mère, Shyamala, ait accepté un poste de recherche et d'enseignement à l'université McGill. Les sœurs ont fréquenté une école francophone, et Kamala, toujours protectrice, veillait sur Maya à l'école. Son activisme a commencé dès son plus jeune âge, lorsqu'elle et sa sœur ont organisé une manifestation pour renverser une politique interdisant aux enfants de jouer dans la cour de leur immeuble, ce qu'elles ont remporté. Sa meilleure amie du lycée, Wanda Kagan, a eu un impact profond sur la vie de Kamala et sur son choix de carrière. Pour lutter contre les injustices dans la société. Sombre secret. En septembre 2020, avec la bénédiction de Kagan, Harris a partagé cette histoire déchirante sur ses réseaux sociaux. Dans le message, Harris a révélé « Quand j'étais au lycée, j'ai appris que ma meilleure amie était abusée par son père. » En 2003, Kamala Harris a marqué l'histoire en se présentant au poste de procureur de San Francisco, devenant ainsi la première personne de couleur élue à ce poste. Durant sa campagne, Harris a promis de rejeter la peine de mort et de poursuivre les récidivistes des 3 infractions uniquement pour des crimes violents. Après son élection, elle a lancé le programme Back on Track en 2005, offrant aux primo-délinquants liés aux drogues la possibilité d'obtenir un diplôme de lycée et de trouver un emploi plutôt que d'être incarcéré. L'ancien porte-parole de Harris, Adams, a souligné que cette initiative était unique à une époque où la plupart des procureurs privilégiaient une politique de fermeté face au crime. Cependant, Harris a fait face à une opposition importante. Durant son mandat, en particulier après l'affaire médiatisée concernant le meurtre de l'agent de police de San Francisco, Isaac Espinoza. Le 10 avril 2004, Espinoza a été tué lors d'une attaque non provoquée par David Hill, un membre de gang. Malgré la pression publique et politique,
Pour demander la peine de mort pour il, Harris est resté ferme dans sa position contre la peine de mort, même en assistant aux funérailles d'Espinoza au milieu des critiques généralisées. Cette décision a refait surface lors de sa candidature au poste de procureur général de Californie, où elle s'est opposée au républicain Steve Cooley, qui soutenait la peine de mort. La course était très disputée, certains médias ayant d'abord déclaré Cooley vainqueur. Cependant, le 24 novembre 2010, Cooley a concédé et Harris a été officiellement déclarée victorieuse le 30 novembre, devenant ainsi la première afro-américaine et la première femme à occuper ce poste en janvier 2011. Dans une interview de 2011, Harris a déclaré « Harris a abordé la question de l'absentéisme scolaire, notant que 600 000 élèves de primaire étaient absents. Dans le but d'y remédier, elle a fait passer une loi en faisant un délit mineur pour les parents, de permettre à leurs enfants de manquer plus de 10% des jours d'école sans excuse valable. Les parents ou tuteurs des enfants en situation d'absentéisme pouvaient encourir une amende de 2000 $ ou jusqu'à 1 an de prison. Nous mettons les parents en garde », a déclaré Harris lors de son investiture en 2011. « Si vous manquez à votre responsabilité envers vos enfants, nous ferons en sorte que vous fassiez face aux conséquences de la loi. » Cette politique a ensuite suscité des critiques pour avoir ciblé injustement les parents en difficulté, poussant Harris à présenter ses excuses, reconnaissant que son intention n'était jamais de les criminaliser. Une autre question controversée pendant le mandat de Harris en tant que procureur général était la réforme des prisons. En 2011, la Cour suprême a ordonné à la Californie de réduire sa population carcérale de 33 000 détenus, en raison de la surpopulation et des conditions inhumaines. En 2014, des juges fédéraux ont ordonné que tous les récidivistes non violents soient éligibles à la libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de leur peine. À l'époque, la plupart de ces détenus travaillaient comme jardiniers, concierges et cuisiniers. Apparemment, les avocats de Harris ont soutenu en justice que leur libération réduirait considérablement le nombre de travailleurs carcéraux. Cependant, elle a ensuite déclaré qu'elle avait été choquée d'apprendre leur défense. Toujours prête à admettre quand des erreurs sont commises, elle a dit « J'étais très troublée par ce que j'ai lu. J'ai juste besoin de savoir ce que nous avons réellement dit au tribunal. » Les vues de Harris ont évolué sur plusieurs questions pendant son mandat, y compris la légalisation du cannabis. Initialement opposée au cannabis récréatif en 2010, elle a ensuite préconisé la fin de l'interdiction fédérale en 2015, tout en déposant un dossier contre le cannabis médical en 2015. En 2018, en tant que sénatrice, elle a co-sponsorisé le Marijuana Justice Act du sénateur Cory Booker. L'une de ses réalisations notables en tant que procureur général a été la création de Open Justice, une plateforme en ligne offrant un accès public aux données de justice pénale. Cette initiative visait à renforcer la responsabilité policière en suivant les décès des blessures en garde à vue. Depuis sa campagne pour le Sénat en 2016, certains pourraient dire que Kamala Harris a tenté de minimiser certains aspects controversés de son parcours, se concentrant plutôt sur les réformes positives qu'elle a défendues et mises en œuvre au fil des années. Malgré cela, elle a été saluée pour son plaidoyer franc en faveur d'une réforme complète de la justice pénale, plaidant avec passion pour des changements systémiques. Dans sa vie personnelle, Harris a épousé Doug Emhoff, un avocat d'affaires à Los Angeles, lors d'une petite cérémonie privée célébrée par sa sœur en 2014. Emhoff a 2 enfants issus d'un mariage précédent qui appelle affectueusement Harris Mamala. Candidate pour le premier siège du Sénat de Californie à se libérer en 25 ans, Harris a remporté et a de nouveau fait l'histoire en devenant seulement la 2e femme noire et la première américaine d'origine sud-asiatique à battre sa collègue démocrate Loretta Sanchez, une congressiste modérée avec 20 ans d'expérience. Au Sénat, Harris a siégé dans 2 comités influents, le comité du renseignement et le comité judiciaire. Ces comités traitaient de questions cruciales, y compris l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016 et les nominations judiciaires à la Cour suprême. Harris s'est forgé une réputation d'interrogatrice acérée, agressive, avec un talent pour déstabiliser les témoins. À la barre, Harris n'a pas perdu de temps, s'exprimant dès le début contre le choix de Trump de Betsy DeVos pour le poste de secrétaire à l'éducation, concluant que DeVos n'avait pas fait ses devoirs. En préparation du poste, l'année suivante, Harris a été impliqué dans le scandale très médiatisé des données de Facebook Cambridge Analytica, interrogeant le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et le lanceur d'alerte Christopher Wylie sur les rapports selon lesquels Cambridge Analytica avait détourné les données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook pour supprimer les votes des Afro-Américains et sur l'étendue des violations de la vie privée des utilisateurs par Facebook. Il était évident
lorsque les extraits de son interrogatoire persistant et inébranlables sont devenus viraux, que l'impact de Harris sur le monde ne faisait que commencer. Le 21 janvier 2019, coïncidant avec le jour de Martin Luther King Jr., Kamala Harris a pris une décision audacieuse. En annonçant sa candidature pour l'élection présidentielle de 2020, sa campagne a démarré. En fanfare, amassant plus de 1,5 million de dollars de dons provenant d'environ 38 000 soutiens. À travers le pays, avec une donation moyenne de 37 dollars. À l'époque, ce montant record égalait celui établi par le sénateur américain Bernie Sanders lors de l'élection de 2016. Harris a orienté ses politiques directement en soutien des familles de travailleurs à travers l'Amérique. Elle est entrée en lice avec un élan remarquable, se distinguant particulièrement lors du débat des primaires démocrates. En juin 2019, pendant ce débat, elle a fait la une des journaux en défiant Joe Biden sur son opposition passée au programme de bus fédéral. Harris n'a pas hésité à critiquer non plus Donald Trump. Elle a condamné publiquement ses tweets de juin 2019 qui, bien que ne nommant personne directement, étaient clairement dirigés contre des nouvelles congressistes de couleur. Cependant, Harris a fait face à des critiques pour sa position apparemment incohérente sur les soins de santé. Initialement, elle avait exprimé son soutien à l'abolition de l'assurance santé privée, mais elle est revenue plus tard sur cette déclaration, affirmant qu'elle avait mal compris la question. Finalement, elle a proposé un plan de soins de santé qui maintenait des options d'assurance privée. Le deuxième débat démocrate s'est avéré difficile pour Harris. Joe Biden et la congressiste Tulsi Gabbard l'ont tous deux confronté sur son bilan en tant que procureur général de Californie, examinant ses actions et ses décisions dans ce rôle. Malgré un départ fort, la campagne de Harris a rencontré des difficultés financières et une baisse dans les sondages. En décembre 2019, après avoir évalué les perspectives de sa campagne, elle a décidé de se retirer de la course. Les critiques soulignaient souvent ses tentatives de naviguer entre les ailes modérées et progressistes de son parti, ce qui a fini par ne séduire aucun des deux camps. Malgré la fin de sa campagne présidentielle, Harris est restée déterminée à défendre les causes des communautés marginalisées, continuant son engagement envers le peuple américain. Juste avant le début du procès en destitution de Donald Trump le 16 janvier 2020, Harris est montée à la tribune du Sénat. Elle a défendu avec passion l'intégrité du système judiciaire américain, en soulignant que personne, pas même un président en fonction, n'est au-dessus des lois. 6 jours après la primaire en Californie, elle a apporté son soutien à Biden en déclarant qu'il était un leader capable d'unir le peuple. Plus tard ce mois-là, lorsque Biden a promis de choisir une femme comme colistière, Harris a exprimé son honneur d'être considérée. Après la mort tragique de George Floyd et les manifestations qui ont suivi, Harris s'est tenue solidaire avec la communauté. Elle a reconnu l'impact des militants des droits civiques sur son parcours vers le Sénat. Le 11 août 2020, Biden a annoncé Harris comme sa colistière, marquant un moment historique. Elle est devenue la première afro-américaine, la première indienne américaine, et seulement la 3e femme, après Geraldine Ferraro et Sarah Palin, à être choisie comme candidate à la vice-présidence pour un grand parti politique. Harris et Biden ont surmonté leurs anciens désaccords en débat, notamment au sujet de la question des bus scolaires, Harris comprenant le contexte des positions passées de Biden. Pour les élections de 2020, de nombreux Américains ressentaient de la nostalgie pour l'administration Obama. Et Biden, avec sa vaste expérience à la Maison-Blanche, offrait une présence rassurante. Jill Biden a continué de briser les normes en poursuivant sa carrière d'enseignante, même en tant que seconde dame. Le choix de Harris reflétait la sélection stratégique d'Obama pour Biden en 2008, équilibrant l'expérience de Biden avec la perspective fraîche et progressiste de Harris. Leurs discours en tant que candidat présidentiel démocrate de 2020 ont été salués tant par la gauche que par la droite. Ils étaient prêts à affronter Trump dès que Biden a été désigné comme candidat présidentiel démocrate. Trump a tenté de semer le doute sur les capacités de Biden, affirmant qu'il souffrait de démence et qu'il prenait des médicaments pour améliorer ses performances durant les primaires. Le premier débat a eu lieu à la Cleveland Clinic le 29 septembre. Ce face-à-face de 90 minutes a été décrit par les médias comme un désastre, un cauchemar, et largement critiqué comme un bas niveau dans la politique présidentielle américaine. Au milieu des échanges houleux, Trump a constamment interrompu le modérateur Chris Wallace de Fox News. Le débat vice-présidentiel a eu lieu le 8 octobre. À ce stade de la course, Biden était en tête dans les sondages, donc la pression était particulièrement forte sur
Pence pour défendre le bilan de l'administration, quelques jours seulement après que le président ait été testé positif au COVID-19. Lors du premier débat présidentiel, Trump a interrompu Biden pas moins de 71 fois. Pence, quant à lui, a beaucoup moins interrompu Harris, peut-être parce que Harris a fermement repoussé ses premières tentatives. Lors du dernier débat présidentiel, Biden est allé à l'offensive, soulignant que plus de 222 000 Américains étaient morts du coronavirus, en grande partie à cause de la réponse de l'administration Trump. Maladie mortelle. Contrairement au premier débat, les micros des deux candidats étaient coupés. À certains moments, la nuit de l'élection, le 3 novembre, s'est terminée sans vainqueur clair. Les résultats étaient trop serrés pour être déclarés dans de nombreux États, avec des millions de votes encore non comptés, en particulier dans des États clés, comme le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Géorgie, l'Arizona et le Nevada. Les retards étaient dus aux règles locales concernant le comptage des bulletins de vote par correspondance. Dans un discours à ses partisans, Trump a faussement proclamé sa victoire et exigé l'arrêt du comptage des votes, qualifiant cela de fraude contre le peuple américain, et menaçant de porter l'affaire devant la Cour suprême des États-Unis. La campagne de Biden a condamné ces assertions. En Pennsylvanie, Trump a déclaré sa victoire le 4 novembre, malgré plus d'1 million de bulletins encore non comptés, et a fait des revendications similaires en Caroline du Nord et en Géorgie, alors que Biden dépassait les premières avances dans certains États. Le 5 novembre, un juge fédéral a rejeté une plainte de la campagne de Trump pour arrêter le comptage des votes en Pennsylvanie, notant que des observateurs de Trump étaient déjà présents. Une autre plainte en Géorgie, alléguant que des bulletins arrivés en retard avaient été comptés, a également été rejetée faute de preuves. Le 7 novembre, plusieurs républicains éminents ont dénoncé les allégations infondées de fraude électorale de Trump, affirmant comprendre que les actions de Trump portaient atteinte à la démocratie, tandis que certains soutenaient ses appels à la transparence. Joseph R. Biden Jr. a été déclaré 46e président des États-Unis le 7 novembre, avec Kamala Harris comme vice-présidente. Ils ont promis de rétablir la normalité politique et l'unité nationale pour faire face aux crises sanitaires et économiques, mettant fin au mandat tumultueux de Donald J. Trump. Trump est devenu le 3e président élu depuis la Seconde Guerre mondiale à perdre sa réélection, et le premier en plus de 25 ans. Harris a marqué l'histoire en devenant la première femme vice-présidente et la première personne de couleur à occuper ce poste depuis Charles Curtis, un Amérindien qui a servi sous Herbert Hoover. Le ticket Biden-Harris a reçu le plus grand nombre de votes pour un candidat présidentiel de l'histoire. Ils ont promis d'inverser les politiques controversées de Trump, notamment sur le changement climatique, et de renforcer les alliances. Leur programme se concentrait sur la fin de la pandémie, l'élargissement de l'accès aux soins de santé, la réforme de l'immigration, la lutte contre le changement climatique, l'augmentation du salaire minimum, la résolution des problèmes de dettes universitaires et la mise en place de taxes plus élevées pour les riches. Malgré ses plans ambitieux pour l'année finale, le président Joe Biden a montré une baisse notable de santé, provoquant de vives inquiétudes et des spéculations quant à sa capacité à rester en fonction. Ce développement a déclenché une série de manœuvres politiques et de discussions intenses au sein du Parti démocrate. En octobre 2023, la vice-présidente Kamala Harris a évité de spéculer sur les implications. Si le président Joe Biden, actuel titulaire du poste et candidat démocrate anticipé pour l'élection de 2024, devait se retirer de ses fonctions. Elle a déclaré, à 80 ans, l'âge de Biden est devenu un point de focalisation des critiques républicaines. Cette préoccupation a été amplifiée après le premier débat présidentiel le 27 juin 2024, alors que les doutes quant à la capacité de Biden à servir un autre mandat se sont intensifiés. Biden a d'abord résisté aux suggestions de démission, maintenant une position ferme contre cette idée. Cependant, le 28 juin, un magazine a rapporté que, bien que Harris ne soit pas la successeur préférée de la plupart des démocrates, elle est apparue comme l'option la plus plausible si Biden quittait la course. Ses taux d'approbation dépassaient ceux de Biden et d'autres candidats démocrates potentiels. À la suite du débat, les partisans de Harris ont envahi les réseaux sociaux, réanimant un ancien extrait dans lequel elle se souvenait d'un dicton de sa mère. Cette métaphore, soulignant que l'identité de chacun est façonnée par le fait qu'elle est démocrate. En fin de compte, elle a un implant de son racisme dans la campagne d'après-guerre. Les noix de coco symbolisaient la campagne de Harris, et l'attention renforçait sa visibilité en tant que candidate potentielle. Le 18 juillet, The Hill a rapporté que Biden allait bientôt s'exprimer sur son avenir politique.
les démocrates du Congrès anticipant Harris comme nouvelle candidate. Le 19 juillet, le Parti démocrate a commencé à planifier discrètement une candidature dirigée par Harris, bien que des figures comme Gretchen Whitmer et Josh Shapiro étaient également envisagées. Sous la pression croissante au sein du parti, Biden s'est retiré de la course le 21 juillet 2024 en soutenant Harris comme sa successeur. Harris a rapidement obtenu suffisamment de soutien des délégués pour devenir la candidate démocrate présumée, avec un vote formel prévu pour le 7 août. Le 2 août, Harris avait déjà reçu la majorité des votes des délégués lors d'un vote virtuel, faisant officiellement d'elle la candidate présidentielle démocrate, lui laissant seulement 90 jours avant l'élection pour affronter le défi redoutable de Trump, qui faisait campagne activement depuis des mois. Les deux candidats se préparent à un débat très attendu, prévu pour le 10 septembre 2024. Ce calendrier serré insuffle un sentiment d'urgence et d'excitation dans sa campagne, alors qu'elle se prépare à affronter un adversaire qui rassemble sa base depuis longtemps. Le 15 août, Harris, la candidate présidentielle démocrate, a été officiellement élue candidate démocrate. Le 6 août, Harris a fait un choix crucial en sélectionnant le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, comme colistier. Ce qui a résonné en elle, c'est l'engagement profond de Tim envers les familles de la classe moyenne, un engagement enraciné dans ses propres expériences de vie, tout comme Harris elle-même. Élevée dans une petite ville du Nebraska, Tim passait ses étés à travailler dans la ferme familiale. Sa famille dépendait des prestations de sécurité sociale pour survivre. À 17 ans, il s'est engagé dans la Garde nationale, servant comme officier militaire pour les États-Unis pendant 24 ans. Avec l'aide des avantages de son GI Bill, il a poursuivi des études universitaires et est devenu enseignant, occupant également les rôles d'entraîneur de football et de conseiller de l'Alliance gay-hétéro. Ce dévouement partagé pour soutenir les Américains travailleurs a fait de Walz le partenaire idéal pour Harris dans cette campagne. La campagne de Harris a débuté par un rassemblement le 23 juillet 2024, au lycée West Allie Central à Milwaukee, attirant une foule plus importante que n'importe quel événement de Biden en 2024. Sa nouvelle campagne prône un changement progressiste, se concentrant sur l'action climatique, les droits reproductifs, l'égalité LGBTQ, la réforme de l'immigration et une politique étrangère basée sur des valeurs solides. Elle plaide pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050, codifier Roe v. Wade, adopter le Equality Act, créer une voie vers la citoyenneté et renforcer les alliances mondiales avec un accent sur les droits humains. La campagne présidentielle de Harris en 2024 a connu une popularité significative parmi les jeunes électeurs, notamment la génération Z, qui a été essentielle pour diffuser son message de changement progressiste et d'inclusivité. Grâce aux plateformes de réseaux sociaux, les activistes et influenceurs de la génération Z ont amplifié les politiques de Harris, faisant résonner sa personnalité et ses idées auprès d'un public plus jeune. Ce groupe valorise ses positions sur l'action climatique, les droits reproductifs et l'égalité LGBTQ, la considérant comme une candidate qui comprend et répond à leurs préoccupations. En revanche, Biden avait du mal à se connecter avec les jeunes électeurs, souvent perçus comme déconnectés de leurs priorités. Le soutien enthousiaste de la génération Z a insufflé une énergie vibrante dans la campagne de Harris, propulsant sa vision d'un avenir plus juste et équitable au premier plan. La campagne présidentielle de Kamala Harris en 2024 représente un moment historique tant pour le Parti démocrate que pour la nation. Son parcours, marqué par son ascension historique de procureur à vice-présidente élue, et maintenant candidate démocrate, souligne une ère de transformation. En Amérique, malgré les critiques sur ses anciens rôles, le programme de Harris propose une vision audacieuse pour un changement progressiste, abordant des questions cruciales comme le changement climatique, les droits reproductifs, l'égalité LGBTQ, et une réforme globale de l'immigration. Sa campagne a particulièrement résonné auprès des jeunes électeurs, reflétant sa volonté de diriger dans un monde en rapide évolution. Alors qu'elle prend le rôle de candidate démocrate présumée, Harris fait face au défi redoutable de rassembler son parti et d'attirer un électorat diversifié avec urgence et clarté. Son succès dans ses efforts sera crucial pour façonner l'avenir des États-Unis et relever ces défis complexes. De plus, la candidature de Harris symbolise une opportunité plus large pour les femmes et les filles qui voient en elle une voie vers le pouvoir et l'influence. Comme l'a dit sa mère, Kamala, tu seras peut-être la première à faire beaucoup de choses. Mais assure-toi de ne pas être la seule.